Merci à vous. Alors, faut que je recule, c'est ça, non? Ouais, voilà, c'est ça. Merci. D'abord, mes premiers mots, ce sera des mots de remerciement. Parce que quand on arrive sur une place, qu'il y a des enceintes qui sont posées, qu'il y a un peu de monde, enfin qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a énormément de monde, c'est qu'en amont du moment où on est, il y a des gens qui se sont cassés derrière à installer ça, à mettre l'événement sur les réseaux sociaux, à faire de la communication, et puis voilà, c'est du boulot pour toutes les petites mains visibles qui nous permettent d'avoir des moments visibles de démocratie, et dans les temps de resserrement démocratique qu'on vit, grand merci à elle, grand merci donc à Caroline, Emeline, Olivier, Samy, Yvonne et Kevin. Merci à vous tous. Moi, je vais commencer en député reporter par la rencontre que j'ai effectuée cet après-midi, puisque je me suis rendu à la direction régionale de Lidl près de Guingamp. Vous savez qu'au début du mois, une salariée, enfin une directrice de magasin de Lamballe s'est suicidée et a rendu une lettre qui très clairement accusait sa direction régionale. Je vais vous dire pourquoi je me suis rendu là-dessus. Parce que j'avais un copain de foot, qui s'appelle David, qui était un mec super sympa, qui était plutôt un numéro 10 et qui dirigeait le jeu, qui était très jovial, qui faisait des blagues sur le terrain et en dehors dans les vestiaires, et directeur de Lidl, un jour je le vois débarquer à ma permanence, complètement défait. Me racontant son histoire, comment on veut le faire passer du hard discount de supermarché avec la gestion du pain, des produits bio et tout ça, mais sans lui donner un bonhomme supplémentaire, avec la direction régionale qui le pousse au cul tous les matins, et me disant jamais j'aurais cru en arriver là, jamais j'aurais cru me retrouver face à des psychiatres, jamais j'aurais cru avaler des cachets, jamais j'aurais cru craindre de faire le geste de trop, alors que j'ai des enfants, alors que j'ai une femme, alors que je les aime, mais j'en suis là. Poussé à bout, en burn-out, en épuisement professionnel. Son frère avait fait un AVC chez Lidl sur son lieu de travail, et ils étaient comme ça, des dizaines de directeurs, 40, le chiffre m'a été donné cet après-midi, rien que dans mon coin, à être poussés jusqu'au départ. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des relations d'amitié avec leurs salariés, et ça vaut mieux pas. Parce qu'ils avaient de l'ancienneté, et il fallait la payer. Et parce qu'ils avaient une culture qui n'était pas celle de la nouvelle culture de management qu'on voulait imposer. Donc, je l'ai accompagné, y compris chez une avocate à Paris, Maître Citadini. Vous savez, j'aime bien citer ces noms-là, parce qu'il y a comme ça des héros et des héroïnes anonymes, mais si la France tient, c'est parce qu'ils continuent à faire leur boulot pour la dignité, pour les gens. Donc, Maître Citadini a pris le dossier de mon camarade, et dans le bureau, il y avait quelqu'un, un délégué CGT, Christophe Polichetti, allons-y dans les noms, qui est monté du sud de la France, parce que là-bas, il y avait déjà eu un suicide de Yannick Sansonetti, et il est venu raconter l'histoire de Yannick. Et là, on s'est dit, mais pourquoi on ne mettrait pas en place une loi Lidl? Une loi qui serait taxons les burn-out, taxons les troubles psychiques dus au travail, taxons l'épuisement professionnel. Il faut les taper au porte-monnaie. Tant que c'est pas tapé au porte-monnaie, pour eux, ça compte pas. Compter, ils comptent qu'avec des chiffres, ils comptent qu'avec des sous. Et donc, j'ai déposé une proposition de loi en ce sens, j'ai fait un rapport, je me suis rendu à Marseille, où j'ai rencontré tout l'entourage professionnel de Yannick Sansonetti, des cadres qui avaient des années de boutique, et les uns après les autres, ils ont été mis à genoux. Il y en a un qui est allé à l'hôpital psychiatrique, il y en a un qui était en dépression de longue durée, il y en a un qui a terminé en invalidité, les uns après les autres. Et ils se sont dit, au moins, avec le suicide de Yannick, que personne n'aurait souhaité, notamment son frère, Nicolas, qui a mené la bagarre contre Lidl, il s'est dit, au moins, avec le suicide de Yannick, ça va s'arrêter. Il n'y aura plus Yannick. Et, y compris à Marseille, ce management s'est poursuivi. Et on voit là, aujourd'hui, que quand on disait plus Yannick, on a une Catherine qui est un nouveau Yannick dans votre coin. Et à côté d'elle, quand on enregistre les témoignages sur place, c'est pas elle, c'est le geste le plus grave qu'elle a mis, mais c'est des gens qui sont prisés les uns après les autres. C'est, comme c'était dit dans le cache investigation qui m'était consacré, une fabrique de chômeurs de longue durée, parce que vous faites sortir les gens en invalidité par paquet. Ce qui me marque dans ce dossier, c'est évidemment qu'on a un monstre froid en face. On a des psychopathes du profit
des petits psychopathes managers, mais au fond, s'ils restent en poste, malgré les dénonciations, malgré les lettres à l'inspection du travail, et ainsi de suite, c'est parce qu'ils sont couverts par leur direction, et parce que c'est une institution, c'est une entreprise qui est un monstre froid psychopathe du profit. Mais, est-ce qu'on en sera surpris? Je ne crois pas. On connaît cette logique-là. En revanche, moi, ce qui me marque dans ce dossier, et comme dans d'autres, c'est l'État absent. Vous savez que s'il y a un serial killer qui se balade dans la nature, on va lui envoyer le GIGN, on va lui envoyer le RAID, on va lui envoyer la police, on va lui envoyer la gendarmerie, et il y aura son portrait qui sera publié partout. Là, on a des serial killers du management, et il y a un mort, 2 morts, il y a des dépressions par paquet, il y a de l'invalidité, tout ça est enregistré, il y a des émissions de télé qui font des millions de téléspectateurs qui racontent très bien tout ça, et ça continue. C'est quoi? C'est un État Ponce Pilate. C'est un État qui se lave les mains et qui considère que, naturellement, dans l'entreprise, par le dialogue social entre des partenaires sociaux, qui sont très à l'écoute des uns des autres, eh bien, va naître une espèce d'harmonie. On peut la souhaiter. Quand ça ne se produit pas, il faut des lois. Il faut des lois qui protègent les faibles contre les forts. Et si vous voulez, la série de témoignages entendus là sur ce que j'appelle les métiers du lien. À l'hôpital, on a entendu, on aurait pu rajouter les psychologues qui sont en grève demain. On a eu des agents d'entretien, les auxiliaires de vie sociale, on pourrait avoir les assistantes maternelles, les accompagnantes d'enfants en situation de handicap. C'est toutes celles, tous ceux dont Emmanuel Macron a dit au cœur de la crise, il faudra se rappeler, d'ailleurs moi j'aime bien qu'on s'en rappelle, j'aime bien qu'on se rappelle des quelques fractions d'instants comme ça où Emmanuel Macron a été de gauche. Il faut le garder en mémoire, donc il faudra se rappeler. Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. C'est-à-dire, quand tout s'effondrait, quand tout s'arrêtait, quand c'était la panique à bord, on a su à qui se raccrocher. C'était à elles, c'était à eux, je veux le mettre au masculin quand même, les caristes, les camionneurs, les agriculteurs. Et de combien ont augmenté leurs revenus depuis 1 an? Tiens, c'est le moment de mon jeu, le juste prix. Est-ce qu'on a un DVD de Merci Patron? On n'en a pas? On a un cadeau? Il faut aller au TNB pour récupérer son lot alors. C'est ça, il n'y a personne qui a un cadeau là? Bon, allez. Bon, je vous offre une bière. Ok? En 1 an, ceux qui m'ont déjà entendu faire le numéro, ils ne répondent pas, d'accord? Sinon il n'y aura pas de bière. En 1 an de crise sanitaire, de combien de pourcents ont augmenté le patrimoine des milliardaires français? Oh putain, mais c'est non! C'est non! C'est non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non. Hein? Non, c'est ça, elle a raison, mais elle triche. Il n'y aura pas la bière. Quand on casse mon jeu, il n'y a pas la bière. Laisse jouer les gens, après fais semblant que tu as découvert le truc au milieu, fais un peu l'actrice, quoi. Sinon, moi, c'est non, 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 non. Donc c'est en effet 68%. Pourquoi je le fais comme ça? Parce que je pense qu'il faut que ça se grave dans nos têtes. Il faut que ce chiffre-là, 68%, 68%, 68%, 68%, il faut qu'on le répète dans les vestiaires du club de foot le dimanche, il faut que ça soit au repas de famille, il faut que ça soit avec les collègues de bureau. Vous savez, le général de Gaulle, il disait au patron en 1945, on ne vous a pas beaucoup vu à Londres. On pourrait dire à peu près la même chose quand même de nos milliardaires français. Pendant la crise, c'est pas eux qu'on a vus quand même. C'est pas eux qui tenaient les caisses, c'est pas eux qui passaient chez les personnes âgées, c'est pas eux qui gardaient les gamins des infirmiers, c'est pas eux qui servaient sur les plateformes logistiques pour qu'on continue à avoir du PQ. Vous voyez? Et pourtant, c'est eux qui là sont grandement récompensés. Et pendant le même temps, combien pour les accompagnantes d'enfants en situation de handicap? 0 €. Pour les assistantes maternelles, 0 €. Pour les agents d'entretien, 0 €. Pour toutes celles dont le président Macron disait les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune, 0 €. Alors, il y a un rapport qui a été rendu au ministère du Travail, un rapport que j'ai trouvé intéressant,
un rapport de Christine Erel, qui est une économiste, donc elle a un rapport académique qui est plutôt pas mal foutu. Elle liste les professions qui sont aujourd'hui indispensables. Premier, c'est agriculteur, il y a maraîcher, il y a tous les métiers que j'ai listés, caristes, agent de la distribution, auxiliaire de vie sociale, assistante maternelle, agent d'entretien, tout ça est listé. Et elle dit, ces gens-là sont objectivement sous-payés par rapport aux autres professions, et subjectivement, ils se sentent sous-payés. Elle a fait des sondages. Donc c'est un rapport qui est vraiment solide. Ça, c'est le côté académique. Maintenant, quelle est la conclusion politique qui en est tirée par la ministre du Travail? Je vous la lis. Nous faisons le pari avec confiance que le dialogue social aboutira à quelque chose d'intéressant. Vous voyez, ça va nous tomber du ciel par la grâce, par voilà, les vertus du dialogue social. Il va de soi que Bernard Arnault, actionnaire de chez Carrefour, va renoncer à ses dividendes et plutôt verser ça aux caissières. Ça va de soi. Et là, ce que je veux signaler, c'est quand même un fossé entre ce que nous vivons depuis 1 an et demi, c'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas de problème à intervenir sur nos vies. Du jour au lendemain, c'est le confinement, c'est rester chez vous, c'est que vous n'irez pas pisser à plus d'1 kilomètre, c'est que pour vos courses, vous devrez remplir un papier, c'est, bon, vous serez déconfiné, vous serez reconfiné, vous serez redéconfiné, re-reconfiné, re-redéconfiné, vous aurez le couvre-feu à 19h, le couvre-feu à 21h, le couvre-feu à 20h, vous aurez les professions essentielles et celles qui ne le sont pas, vous aurez le pass sanitaire qu'on ne devait pas avoir la veille, mais vous l'aurez quand même pour les actes du quotidien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'y a aucune hésitation de leur côté à intervenir de manière puissante jusqu'au cœur de nos vies. Et en revanche, quand il s'agit de l'économie, quand il s'agit de dire par exemple lever les brevets sur les vaccins, quand il s'agit de dire taxe spéciale Amazon, quand il s'agit de dire impôt sur les profiteurs de crise, quand il s'agit de dire ces choses-là, c'est la liberté d'entreprendre, on ne peut pas toucher à ça. C'est la liberté. C'est un signe, et c'est pour moi ça répond aussi à ce qui se passe chez Lidl, l'État Ponce Pilate, l'État qui laisse faire le marché, et le marché il écrase les uns et il fait bondir le patrimoine des autres. Mais c'est un signe pour moi du temps que nous vivons dans la durée, que des chercheurs appellent le libéralisme autoritaire. Je voudrais vous lire là une citation d'Antonio Gramsci, donc communiste italien, qui est mis dans les geôles fascistes dans les années 20. Je voudrais vous lire une citation qui pour moi est mon fil conducteur depuis des années maintenant. Parce que je voudrais resituer ce qu'on vit aujourd'hui dans un temps plus long. Vous allez voir, c'est compliqué la manière dont Gramsci écrit, parce qu'il est compliqué, puis parce qu'en plus, parce que comme il veut faire passer ses manuscrits à travers les mains des fascistes et que ça arrive quand même à ses camarades derrière, il écrit en codé, mais ensuite je vais vous le décoder avec vous, si vous voulez bien. La crise moderne est liée à ce que l'on appelle crise d'autorité. Si la classe dominante a perdu le consentement, c'est-à-dire si elle n'est plus dirigeante mais seulement dominante, et seulement détentrice d'une pure force de coercition, cela signifie précisément que les grandes masses se sont détachées des idéologies traditionnelles, qu'elles ne croient plus à ce à quoi elles croyaient auparavant. Alors c'est compliqué, on va reprendre ça dans l'ordre. Voilà le temps, je crois, que nous vivons. C'est-à-dire que les grandes masses se sont détachées des idéologies traditionnelles. Elles ne croient plus à ce à quoi elles croyaient auparavant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des mots comme croissance, concurrence, mondialisation, c'était des mots qui entraînaient dans les années 80-90 par l'envie, par l'enthousiasme. C'était la mondialisation heureuse, c'était les années tapis, c'était Reagan, il fallait s'ouvrir, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a un refus chez les gens, et ça lasse. Et ces mots-là, ils dégoûtent plus qu'ils attirent. Et pourtant, ça reste les mots des dominants. Mais alors, il y a des tas de signes comme ça, de cette disjonction entre ce que veulent les dominants et ce qu'ils arrivent à nous faire vouloir, mais qui n'y arrivent plus en fait. Une espèce de désir profond qui s'est disjoint. Il y a des temps, il y a des grands temps, c'est évidemment le traité constitutionnel européen. 55% des Français qui disent non à la concurrence libre non faussée, à la libre circulation des capitaux et des marchandises. Et jamais plus nous mettrons un texte comme ça entre les pattes, parce qu'ils savent que si nous le remettent, c'est 60%, c'est 70% de non. Donc il y a un refus qui est très profond. Pour moi, le mouvement Nuit debout a été un temps
de refus, de dire non, on ne veut plus de ce monde-là. C'était, disons, pour les centres-villes, plutôt éduqués du supérieur. Et on a eu la réplique puissante en périurbain, en zone rurale, en plus populaire, qui a été le mouvement des Gilets jaunes, qui veut dire aussi, ce n'est plus de ce monde-là dont nous voulons. Après, je vois un certain nombre de sondages qui paraissent et qui témoignent du fait que le désir profond des Français, c'est plus ce vers quoi le système va nous entraîne. Alors il y a des sondages qui sont politiques. Un sondage sur le programme de la France insoumise. 90% des Français qui sont pour un plan de relocalisation, 80% pour une hausse du SMIC. Mais déjà dans l'humanité au printemps, on avait ça. 93% pour un investissement dans les services publics. 90% pour la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. 90% pour contrôler l'utilisation des aides aux autres grandes entreprises. C'est-à-dire pour de l'intervention, une intervention forte sur le plan économique. Mais je vois ça même, cette disjonction entre le système et un désir profond chez les gens, dans des sondages qui sont beaucoup plus infra-politiques. Par exemple, si on demande aux Français, est-ce que vous voulez aller plus vite ou est-ce que vous voulez ralentir? On a 75% des gens qui répondent que ça va trop vite. Et on a 82% des gens qui disent qu'ils veulent ralentir. Alors que si on laisse faire le système, qu'est-ce qu'il va faire? Que veut Macron? Quel est l'un des mots qu'il répète le plus souvent? Accélération, 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 accélération. Quand on demande aux gens quelle est votre maison idéale, parce qu'il n'est pas noté dans mon truc, mais quand on demande aux gens quelle est votre maison idéale, très très massivement, à 73% il me semble, les gens répondent on veut un jardin. La deuxième réponse c'est on veut un cocon. Et seulement dans ce qu'il y a de plus bas, on veut une maison connectée, on veut des objets intelligents. À 14, 15, 16%, c'est des scores tout à fait lamentables. Alors que qu'est-ce qui va se passer si on laisse faire le système? On va avoir des objets intelligents, entre guillemets. Bon, voilà, on va avoir des objets connectés partout. Et c'est ça qu'on va nous vendre comme étant la maison de demain. Et de la même manière, dernièrement, il y a un sondage qui est paru pour demander aux Français comment vous voulez lutter contre le changement climatique. On avait changé de mode de vie ou le progrès technologique. 21% pour le progrès technologique, 55% pour changer de mode de vie. Et avec 82% qui disent qu'il faut que le gouvernement prenne des mesures rapides et énergiques, quitte à modifier en profondeur notre mode de vie. Voilà autant de signes d'une disjonction profonde entre ce vers quoi nous entraîne le système et le désir profond qui est dans nos ventres, qui au fond, un désir obscur. C'était un film de Buñuel, l'étrange objet du désir. Je sais plus obscur, enfin, je le remettrai dans l'autre, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'au fond, ce désir-là, on a presque un devoir de rendre les Français terminer un aveuglement sur leur propre désir. C'est comme si c'était un désir, d'ailleurs c'est propre du désir qu'on n'ose pas se l'avouer peut-être. Et là il y a un désir d'une autre société, un désir de ralentir, un désir de changer son mode de vie, un désir de relocaliser, un désir de vivre autrement, mais c'est comme si ce désir profond, il y avait au fond une espèce de chape de plomb par-dessus, la chape de plomb du discours comme il faut, la chape de plomb des dominants, la chape de plomb de tous ceux qui savent comment il faut penser bien et qui venaient interdire l'émergence de ce désir-là. Alors que c'est ma conviction depuis Nuit debout, je pense que nous avons sous nos pieds un geyser d'un désir d'autre chose. Dans ce contexte-là, comment les dominants peuvent s'en sortir? Compte tenu de cette tension immense entre ce désir et leurs intérêts. Parce que, vous savez, quand on parle d'objets intelligents, ça veut dire qu'on va renouveler tous nos objets chez nous. Ça veut dire que ça ouvre une éternité à la société de consommation, ça ouvre des profits devant pour encore des décennies et des décennies. C'est ça l'enjeu. Hein. Tandis que si on donne de l'argent pour les métiers du lien, je ne vais pas faire des parenthèses parce que sinon on s'en sort plus. Mais si on donne de l'argent pour les métiers du lien, ça ne va pas vers le capitalisme. Ça va vers autre chose, ça va vers du service public, c'est autre chose. Donc l'enjeu il est là, il y a une tension qui est à ce niveau-là. Comment il la résolve? Il la résolve, et c'est Gramsci encore qui parle, par la force de coercition. C'est-à-dire par la matraque. On fait rentrer les gens chez les gilets jaunes
par la peur, par la matraque. C'est la peur qui domine aujourd'hui les salariés de chez Lidl, qui même après un suicide hésitent encore à témoigner, se disent mais qu'est-ce qui va m'arriver si jamais je parle devant une caméra, ou, vous voyez. Donc il règne par la force de coercition, il règne par la peur, il règne par autre chose aussi, je pense, qui est la force de résignation. Et vous savez, pendant ma campagne, moi je disais toujours, mon adversaire, c'est la finance, bien sûr, mais c'est surtout l'indifférence. Et se pose cette question-là pour nous, c'est comment on arrive à briser cette carapace qui fait que les gens n'osent plus oser. Alors Johnny disait l'envie d'avoir envie, mais c'est ça, c'est comment on arrive à faire qu'on se rend sensible à son propre désir, on se dit finalement ça pourrait être possible de vivre autrement, qu'on fait émerger en soi un possible qui est là, mais qui est là dans un coin, qui est tassé, qui est dans un recoin obscur des esprits, quoi. Je pense qu'il y a un enjeu majeur qui est là et ils le savent. Vous savez, en 1975, il y a un rapport qui paraît, qui est un rapport de Samuel Huntington qui deviendra célèbre pour un bouquin qui s'appelle Le choc des civilisations. Donc c'est un intellectuel ultralibéral américain. Et il rend un rapport qui s'appelle Crisis of Democracy, crise de démocratie. Et il dit voilà, on a un problème dans la paix 68. On a un problème, c'est que les gens prennent au sérieux la démocratie. La démocratie, ça a toujours fonctionné, mais en excluant un bon paquet, les pauvres, les femmes, les noirs, les esclaves, et là ça pouvait marcher. Et regardez, aujourd'hui, ils veulent tous s'y mettre. Ils y croient, ils manifestent, ils militent, ils prennent la politique au sérieux, ils votent. Ça ne va pas du tout. Et Samuel Huntington conclut son rapport en disant ce qu'il nous faut, il nous faut restaurer de l'apathie politique. C'est dans son rapport. Voilà ce à quoi il s'applique depuis quelques décennies. Par des tas de biais, par la privatisation des médias, par la montée en puissance des objets connectés du téléphone portable, par le fait qu'un certain nombre de décisions politiques échappent aux politiques et sont placées dans le régime technique, Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, et ainsi de suite. Mais je pense que voilà le principal truc contre lequel nous avons à lutter. C'est-à-dire cette indifférence, ce sentiment d'impuissance, qu'on ne peut plus rien, y compris sur nos vies. Je dis, vous savez pourquoi il y a autant d'émissions de décoration à la télévision? C'est parce qu'au fond, on a tellement dit aux gens, vous ne pouvez rien sur vos existences, vous ne pouvez pas changer votre boulot, vous ne pouvez pas changer les écoles, vous ne pouvez pas changer vos villes. La seule chose qui vous reste à choisir, c'est la couleur de votre papier peint. Et voilà pourquoi je pense qu'il y a tant d'émissions de déco à la télévision. Mais je pense que sérieusement, la bataille qu'on a engagée dans les semaines et les mois à venir, c'est même pas une bataille pour convaincre les gens de nos idées. À la limite, ils le sont. Mais c'est pour permettre qu'ils acceptent de dire quel est leur désir profond, qu'ils acceptent